autrement dit, l'arbitrage, c'est un peu sortir du droit étatique, sortir un peu Alors, oui, alors non, plutôt du de la... joug. Oui, alors du joug étatique, oui, c'est vrai, un peu. C'est pas sortir du droit étatique parce qu'on applique les droits étatiques dans l'arbitrage, les droits qui sont ceux qui régissent le contrat. La Il y a- justice étatique. voilà, mais on sort du joug, c'est vrai, un peu de l'administration judiciaire. C'est une manière d'être plus libre, l'arbitrage, vous voyez, pour les opérateurs économiques internationaux. Alors, pour qu'on se comprenne très bien, il y en a qui nous écoutent, qui peut-être pourraient arriver à faire une confusion entre l'arbitrage dont nous discutons ici et puis l'arbitrage qui se fait dans le domaine du sport, par exemple. Oui. Les chambres au Cameroun, par exemple, on a des chambres aussi de conciliation d'arbitrage au Cameroun. Alors, quelle est la différence entre l'arbitrage que vous faites et puis... Alors, l'arbitrage sportif, l'arbitrage qui est celui de l'arbitre sur le terrain, c'est voilà. Alors ça, c'est quelque chose. C'est pas ce que je fais. Dans le monde sportif, aujourd'hui, vous avez les différends qui se règlent aussi par arbitrage devant le TAS. Le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. Il se situe à Lausanne. C'est l'équivalent de la CCI ou de l'AFA dans le domaine du sport. Donc c'est une institution. Encore une fois, alors, il faut bien se comprendre. Quand on parle de la CCI, de l'AFA ou du TAS, ces institutions ne vont pas être celles qui vont juger. Ces institutions, elles supervisent les arbitrages, c'est tout. Hein, ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas le TAS qui juge, ce n'est pas l'AFA qui juge ou la CCI qui juge, ce sont les arbitres qui sont désignés dans le cadre des règlements qui sont ceux de la CCI, de l'AFA ou du TAS. Voilà. Alors c'est vrai que le TAS est devenu très important parce que tous les litiges entre les joueurs de football et les associations professionnelles de football, tout ce qui se passe aux Jeux Olympiques, etc., eh bien effectivement, vous avez des règlements par arbitrage. Alors, lorsque je parcours un peu permettez l'ordonnance, je parcours votre parcours qui est là, je me rends compte que vous êtes tellement actif, vous produisez suffisamment, énormément même. Et je vous pose une question simple. Est-ce que vous avez souvent du temps pour vous-même? Alors, c'est vrai que je produis, il se trouve que j'ai un grand intérêt pour la doctrine depuis toujours. J'ai fait une thèse sur l'arbitrage. Je donne des cours à l'université et j'écris beaucoup en doctrine sur l'arbitrage, pas uniquement sur l'arbitrage, mais essentiellement sur l'arbitrage. Et évidemment, j'ai par ailleurs mon travail d'avocat et je préside l'AFA. Oui, j'ai du temps. Il se trouve que j'ai beaucoup de centres d'intérêt au-delà du droit. Je m'intéresse beaucoup aux arts, aux cultures extra-européennes. Et j'aime beaucoup la danse aussi, vous voyez. J'aime beaucoup l'opéra, j'aime beaucoup tout ça. Donc je m'implique dans beaucoup de choses en dehors du droit. Donc j'ai encore du temps. Mais c'est vrai que mon emploi du temps, il est bien chargé. Il faut être organisé. C'est la clé. Et discipliné. Alors, on revient à vous. Vous avez été avocat, vous êtes avocat depuis une trentaine d'années. Vous avez certainement roulé votre bourse dans nombre de cabinets. Parlez-nous-en un peu. Alors moi, j'ai commencé dans un cabinet français prestigieux qui s'appelle Brodin-Pratt. Et puis, je suis allé ensuite faire mon service national à l'étranger, alors pas très loin de France, puisque c'était en Belgique, mais je faisais du droit de la concurrence, et donc j'ai fait mon service national en tant qu'avocat spécialisé en droit de la concurrence dans un cabinet français. Quand je suis revenu à Paris, j'ai continué dans ce cabinet français, je suis devenu associé, pardon. Et après, ce cabinet français, c'était au début des années 2000, comme beaucoup de cabinets d'affaires de Paris, on a fusionné avec un cabinet anglais, parce que les cabinets qui faisaient du droit des affaires internationales, dans les années 2000, on s'est dit que si on voulait continuer notre pratique, il fallait qu'on intègre des structures plus grandes de droit des affaires internationales. Et donc, il y a eu beaucoup de cabinets français connus qui ont fusionné avec des structures anglo-saxonnes. Donc, je suis devenu avocat d'un cabinet anglais pendant 8 ans. Puis après, j'ai voulu évoluer et j'avais envie de connaître l'expérience des cabinets américains. Donc, je suis devenu associé d'un cabinet américain pendant 9 ans. Et là aussi, j'ai un peu fait le tour de la question maintenant, au bout de 17 ans, un peu plus de 17 ans. J'ai voulu revenir vers une structure française
spécialisé en contentieux et en arbitrage, qui est le cabinet FTMS dont je suis associé aujourd'hui, voilà, depuis 2 ans. Donc j'ai fait un peu, j'ai connu, si vous voulez, tous les modèles de pratique de la profession d'avocat. Les orages. Oui. Donc c'est intéressant. Alors, je vous pose cette préoccupation. Tout à l'heure, je parlais de l'arbitrage en termes de coût, en termes de lourdeur aussi. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs arbitres? Alors, cela pourrait permettre de se prévenir. Alors, on ne peut pas... Oui, alors, non, disons que d'une manière générale, les procédures d'arbitrage, elles se font en général devant un tribunal arbitral. Donc, il y a toujours 3 arbitres. Hein. Chaque partie désigne un arbitre. Donc, vous avez une partie au contrat, le français qui va désigner un arbitre, le camerounais qui va désigner un arbitre, et les 2 arbitres vont désigner un président. Et donc, on est président de tribunal arbitral. Donc, moi, aujourd'hui, par exemple, je suis président dans plusieurs arbitrages, donc avec des confrères ou des professeurs de droit qui sont français ou étrangers, etc. Donc, on est, voilà. Vous ne pouvez pas désigner à l'avance un arbitre, c'est-à-dire ça se fait quasiment jamais de désigner dès le contrat l'arbitre que vous voudriez avoir pour traiter votre litige. Ça ne se fait pas à ce stade-là. Vous désignez le tribunal quand le litige est né. Donc, dans le contrat, vous mettez une clause qui dit si on a un différend entre nous deux, on ira à l'arbitrage. Si ce différend naît, par exemple, je suis fabricant, je vous livre des marchandises, vous n'êtes pas content avec, ou vous me faites un procès, vous n'êtes pas... Voilà. Et bien à ce moment-là, le litige est né. On constitue le tribunal arbitral à ce moment-là. Donc, en fait, ma préoccupation était beaucoup plus pertinente. Bon, si, en cas d'arbitrage, on n'y parvient pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tout le temps, oui, pardon. À chaque fois, oui, sortie de l'arbitrage, il y a un arrangement oui, c'est une très bonne question. Donc, la question qui peut se poser parfois, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un arbitre. Alors, quand il y a plusieurs hypothèses. On en revient français-camerounais, très bien. On a un contrat entre nous deux. Le litige naît. Je suis demandeur. Je désigne un arbitre. Je suis demandeur. Donc. Mais la partie camerounaise dit, moi, je ne veux pas participer, ou alors carrément, je ne veux pas participer à cet arbitrage. Je considère qu'il est absolument inique. Il n'y a aucune raison de me faire un arbitrage. Moi, bon. À ce moment-là, elle ne désigne pas d'arbitre. Eh bien, c'est l'institution d'arbitrage, donc la CCI, ou l'AFA, ou le TAS, bon, qui va désigner un arbitre à sa place. Ensuite, les 2 arbitres vont essayer de désigner un président. S'ils n'y arrivent pas, à ce moment-là, à nouveau, l'institution d'arbitrage désigne un président à la place, enfin, pour le compte des 2 arbitres qui ne sont pas mis d'accord. Voilà. Donc, on arrive toujours à trouver un moyen de constituer le tribunal arbitral. Si vous ne passez pas par une institution d'arbitrage, comme la CCI ou l'AFA, eh bien à ce moment-là, vous pouvez aller devant le juge de votre pays et lui dire, est-ce que vous pouvez désigner un arbitre à la place de la partie qui refuse de désigner son arbitre. Donc vous pouvez toujours, à la fin, avoir un tribunal arbitral constitué. J'aimerais, maître Marc-Henri, qu'on aille au-delà de la désignation des arbitres. Est-ce qu'au terme de l'arbitrage, il y a toujours une issue qui contente les différentes parties? Est-ce qu'il n'y a pas, au terme de la décision qui soit rendue après l'arbitrage, est-ce qu'il n'y en a pas qui rechignent? Oui. Alors, les arbitres, ils tranchent. Ils rendent une vraie décision de justice, comme des tribunaux. Donc forcément, il y aura toujours une partie gagnante et une partie perdante. Il n'y a pas une possibilité de recours? Alors, non, oui. Alors, donc ce n'est pas une transaction qu'on rend, ce n'est pas un règlement amiable, l'arbitrage. C'est vraiment, je rends une décision comme un juge, un tribunal. Donc forcément, il y aura toujours un perdant et un gagnant, et le perdant, il n'est pas content, le gagnant. Alors, normalement, les parties, quand elles recourent à l'arbitrage, elles s'engagent à exécuter. Si elles n'exécutent pas, à ce moment-là, la partie qui a gagné va pouvoir aller devant le tribunal du pays de la partie qui a perdu et demander
à ce qu'on mette un tampon, pour simplifier, sur la sentence, ce qui permet d'exécuter la sentence après. Dans ce pays. Voilà, dans ce pays. Et il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'appel contre une sentence. Une sentence, elle est définitive. Il y a un recours possible, qui est ce qu'on appelle les recours en annulation. Vous allez pouvoir obtenir une annulation de sentence dans des cas très limités. Donc ce n'est pas un appel, hein, on ne refait pas le match devant l'appel. En appel, on ne refait pas le match, on va simplement dire, imaginez que les arbitres fassent n'importe quoi dans leur sentence, violent des principes d'ordre public, etc. À ce moment-là, on va pouvoir obtenir la nullité de la sentence. Ou bien, par exemple, les arbitres ont violé tous les droits de la défense pendant la procédure. Bon, ben, à ce moment-là, on pourra obtenir la nullité de la sentence. Donc, elle ne pourra jamais être exécutée. Et ce sont des cas très limités. Alors, on va sortir de ce programme. Je m'en voudrais de ne pas vous poser la question de savoir s'il y a dans les airs une volonté ou alors de rapprochement ou de création de rapprochement entre l'AFA et une structure camerounaise dans le cadre de la mission. Oui, bah, écoutez, oui, c'est ce que... donc nous, on a un partenariat et on est très contents. L'AFA a un partenariat avec la CEMAG, donc l'institution d'arbitrage de la JICAM, qui est l'association du patronat camerounais. Et donc on a ça et on est très désireux de développer ce partenariat. Moi, j'y tiens beaucoup. Marie-André Ngoué, qui est le secrétaire général du CIMAG aussi. Donc, la raison de ma présence au Cameroun, c'était dans le cadre de ce partenariat. Et on a d'autres idées de développement de nos relations. On voudrait développer des formations spécifiques. Donc, on va y travailler, notamment à l'intention peut-être des fonctionnaires camerounais et de la région, en réalité, subsaharienne, dans un domaine qui est particulier, qui est le traité, alors on n'en a pas parlé, mais ça nous mènerait trop loin, ce sont les arbitrages d'investissement. C'est un type particulier d'arbitrage. Alors, Maître Henri, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite bon vent et surtout bon séjour au Cameroun. Voilà, mesdames, messieurs, vous étiez sur CGN Radio Vision avec notre invité, Maître Marc-Henri. Il est avocat au barreau du Cameroun, président de l'association française avocat au barreau de Paris. Pas encore. De Paris, président de l'association française d'arbitrage. Il était bien évidemment notre invité. Merci de rester en compagnie des programmes de CGN Radio Vision, un programme réalisé par Yves Anselme Tadjufo. Au revoir.